Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Karine Ohayon. Je suis coordonnatrice de transfert de connaissances au CREGES. Bienvenue à cette conférence CREGES, la bientraitance en action, la valorisation de la bientraitance en milieu collectif d'habitation et en milieu communautaire. Juste un petit rappel pour vous, cette conférence est bilingue. Sandra Smil, coordonnatrice du domaine d'expertise en vieillissement inclusif, diversité, santé et bien-être, fera une introduction en français de la bientraitance et passera la parole à Dr. Fortune, chercheur membre au CREGES et professeur associé à l'Université Concordia, qui présentera son projet de recherche Good Treatment Practices with Senior Centers and the Promotion of Active Aging en anglais. Ensuite, Dr Sabrina Lessard, chercheur d'établissement au CREGES, Elisabeth Audet-Duchesne et Annie Bernatchez, APPR au CREGES, présenteront le projet La démarche de valorisation des pratiques de bientraitance en CHSLD en français. Si vous avez des questions tout au long de la conférence ou besoin de traduction en français ou en anglais, n'hésitez pas de nous contacter via le chat sur votre écran et nous, on s'occupera de vous traduire ce dont vous avez besoin. La conférence va être enregistrée et sera mise en ligne avec sous-titres et elle sera disponible dans la prochaine semaine sur notre site web et vous sera envoyée par courriel avec votre attestation de participation. Maintenant en anglais. Hi everyone, my name is Karine Ohayon. I'm the Knowledge Transfer Coordinator at CREGES. Welcome to this CREGES conference, Good Treatment in Action, promoting good treatment in residential care homes and in senior centers. Just a quick reminder that this conference is bilingual. Sandra Smeal, coordinator of the Inclusive Aging, Diversity, Health, and Well-being domain of expertise, will give an introduction in French and pass the floor to Dr. Darla Fortune, a regular researcher at CREGES and an associate professor at Concordia University, who will present her research project, Good Treatment Practices with Senior Centers and the Promotion of Active Aging, in English. After that, Dr. Sabrina Lessard, institutional researcher at CREGES, along with Elisabeth Audet-Duchesne and Annie Bernatchez, APPR at CREGES, will present the project Démarche de valorisation des pratiques de bientraitance en CHSLD in French. If you have any questions throughout the conference, any translation or clarifications, feel free to contact us via the chat, and we will be glad to assist you. The conference will be recorded and made available online with subtitles. It will be posted on our website, on our YouTube channel, and sent to you by email in the coming weeks, along with your participation certificate. Nous sommes ravis d'accueillir notre panel d'expertes aujourd'hui, désolé. Bienvenue, welcome, et merci d'avoir accepté de présenter vos projets aujourd'hui. Cette présentation vise la notion de bientraitance au Québec et sa contextualisation au travers de deux projets CREGES actuellement en cours auprès d'acteurs clés, des professionnels, des proches, des gestionnaires et des personnes aînées, de milieux collectifs d'habitation, des CHSLD et de milieux communautaires, centres pour personnes aînées. In this presentation, our speakers will reflect on and discuss the conditions that help promote good treatment for older adults in both contexts. Je vous présente maintenant Sandra Smil, notre coordonnatrice du domaine d'expertise, qui va faire son introduction et que je vais partager mon écran pour sa présentation. Bonjour, moi je vais juste faire un bref aperçu. Vous voyez sur l'écran un bref aperçu de la notion de la bientraitance dans le contexte québécois pour commencer la conférence. Karine, tu pourrais changer les diapos. Que la bientraitance au Québec, bien, en fait, la notion de la bientraitance, c'est d'origine française. C'est vers la fin des années 90 que l'approche de la bientraitance a pris naissance en France, dans le contexte de la protection, en fait, de l'enfance. Et elle s'est par la suite étendue aux soins auprès des personnes aînées et des personnes en situation de handicap au milieu des années 2000. Dans le contexte français, la bientraitance était définie en tant que culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service qui vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant présent à l'esprit le risque de maltraitance. On voit cette définition dans les premiers documents qui incluent la notion de la bientraitance
au Québec, dont le premier guide de référence pour contrer la maltraitance en 2013. Et il y a la première définition québécoise de la bientraitance qu'on voit dans le second plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Cette définition, c'est indiqué dans le plan d'action que ça s'applique en fait à tous les contextes, pas uniquement les contextes de soins, à tous les milieux de vie, et elle vise toute personne aînée, qu'elle soit en situation de vulnérabilité ou non. Et comme j'ai dit tantôt, elle dépasse la bientraitance dans le contexte des soins. La définition, comme vous voyez, indique que la bientraitance vise le bien-être, le respect, la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la sécurité de la personne. Et elle s'exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la seniorité et des droits et libertés de la personne aînée. Dans le plan d'action, on précise aussi que la bientraitance peut contribuer à prévenir la maltraitance, mais qu'elle n'est ni le contraire ni l'absence de la maltraitance. Et elle a plutôt une approche positive puis il y a cette dimension, elle place la personne au centre des actions, elle favorise l'autodétermination et l'empowerment, elle respecte la personne et sa dignité, elle favorise l'inclusion et la participation sociale des personnes aînées, déploie des actions et des interventions alliant compétences, le savoir-faire et le jugement, le savoir-être. Et finalement, elle offre un soutien concerté pour chaque dimension de la vie d'une personne aînée, par exemple, concernant l'habitation, la santé, l'alimentation, la vie amoureuse et la famille. Je vais juste dire une petite affaire en anglais. Despite the affirmations in the second action plan that good treatment is not the opposite or simply the absence of mistreatment, good treatment continues to be included largely in documents, government documents that principally deal with mistreatment. And we're still focused a lot on healthcare contexts, despite that it has, from the very beginnings, it's been written as though it applies to all contexts. But there has been a bit of a shift occurring since the publication of the troisième plan d'action contre la maltraitance. Karine, si tu pourrais changer de diapo. Parfait. Là, on voit deux extraits, pas deux extraits, la définition de la bientraitance dans le troisième plan d'action et j'ai inclus le fait que dans la nouvelle loi, il y a une nouvelle responsabilité des établissements de santé et services sociaux, surtout des PDG, des DG, de promouvoir une culture de bientraitance dans l'établissement. Puis tandis que cette inclusion dans la nouvelle loi de la responsabilité de promouvoir une culture de la bientraitance dans les établissements de santé et services sociaux, ben, ça suit les tendances précédentes concernant la bientraitance. La bientraitance est inclue dans un texte, une loi qui est contre la maltraitance et la loi concerne les établissements de santé et services sociaux. Ben, on voit une certaine changement dans le troisième plan d'action. On voit ici la nouvelle définition de la bientraitance qui cible autant les aspects relationnels qui ont été identifiés dans le deuxième plan d'action, des attentions et des attitudes, un savoir-être et savoir-faire collaboratif, respectueux des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie et des droits et des libertés des personnes. On voyait aussi également qu'elle comportait une visée plus large que la première définition. Elle mobilise les individus, les organisations et les collectivités, clairement dans la définition. Et elle s'applique à toute personne, en fait, et non uniquement des personnes aînées. Karine, si tu pourrais... ouais. On va un peu vers des documents qui incluent la bientraitance, qui sont surtout concentrés sur la maltraitance, vers un nouveau document, en fait, le code de référence, qui est spécifiquement sur la bientraitance, qui a été publié par le gouvernement l'année passée. Puis on va un peu plus vers plusieurs contextes aussi. Ce cas de référence, comme vous voyez, c'est favoriser la bientraitance envers toute personne aînée dans tous les milieux et tous les contextes.
Et on parle de 4 contextes dans ce cas de référence, dans le dans la communauté plutôt, en milieu de vie, à domicile et en milieu de travail. Et les 2 présentations aujourd'hui, comme Karine a mentionné tantôt, on va parler de 2 de ces contextes. Ça va être la communauté, la présentation de Darla et Sabrina va parler de la bientraitance en milieu de vie parce que c'est toujours important de améliorer les milieux de vie, puis de promouvoir la bientraitance dans ces contextes aussi. I'm gonna pass it on to you now, Darla, to give your presentation. Thank you. Okay, thank you, Sandra. I'll just share my screen here and get that going. Okay. So hello, everyone, and thanks for being here today to listen. So I'm just going to present a bit of our specific project, which is looking at good treatment practices within senior centers and the promotion of active aging. I just wanted to take a second to introduce the other members of my research team as well. Sandra, of course, who you just heard from, but also Dr. Megan Joy at Concordia University, and our partner, who is Erica Botner with the Community Health and Social Service Network. And of course, because this project was looking at senior wellness centers, CHSN was a pretty important part of this project. So the overall goal for the project was to promote active aging in Quebec through the identification of how senior centers contribute to the good treatment of older adults and how these centers might improve their practices, approaches, and procedures to contribute to active aging through good treatment. Just a couple of points on active aging. The World Health Organization defines active aging as the process of optimizing opportunities for health, participation, and security in order to enhance quality of life as people age. Active aging really promotes a vision of all individuals, regardless of age, socioeconomic status, or health, fully engaging with life in terms of participation in social, economic, cultural, spiritual, and civic affairs. And so for this project, we used a World Cafe methodology, which is really just a conversational process in which we discuss a topic at several small tables in an informal like setting, sort of set up like a cafe style environment. Excuse me. So we hosted 4 of these World Cafe discussions with 4 different senior wellness centers. And they were all sort of different in sort of setting. One was in an urban environment, one suburban environment, another in a rural setting, and then a 4th one, which was comprised of older adults, racialized older adults. So the total across all 4 World Cafe discussions that we held were 163 participants in total. We had also gathered a bit of demographic information through a questionnaire. So we had 135 participants complete this. And just in terms of a little bit of demographic information, the majority of participants were between 70 and 90 years old. 85% of our participants were female. And English was the language that most of our participants were comfortable speaking. So we asked in each of these World Cafe discussions, we've asked 3 main questions. The first one being, what does it mean to be treated well as an older person? And how would you define being treated well? And so we heard from our participants on this particular question, and really being treated well was characterized in a number of different ways. First and foremost, through the idea of respect. Respect, of course, as the quote suggests here, happens when I feel heard, that we were told. So it was respect in a few different areas. First of all, respect for their age. For participants, this revolved around using more formal language, prioritizing their needs in certain situations. Examples like holding the door, letting them go first, that sort of thing. There was also respect for personhood. So as a human being, not being treated as a number, being treated like everyone else, not being treated
or this assumption of a disability or illness to accompany that, and also respect against ageism. So not being spoken down to, infantilization, that sort of thing, as well as free from forms of discrimination. Also, being treated well was talked about in terms of unrushed attentiveness. So when people take the time to ask, participants how they're doing, listen to what they have to say, and actually care about how they feel, good treatment was believed to consist of these particular areas. They spoke about the importance of people looking them in the eye, expressing genuine interest and empathy. They repeatedly stressed the importance of not being rushed and the need for patience, including willingness for people to walk beside them. Also, good treatment consisted of being valued and appreciated. So participants spoke about being engaged as equals and a two-way street. Communication that did not involve being talked down to, but rather being, asked for their input and knowing that their opinions matter. Also careful adaptation in response to their needs. So continuing to have control and choice in their life was really important, including choices related to the language in which they receive service in the community. They explained that they also wanted to continue to do as much for themselves as they were able to. So rather than having others automatically provide this support or assume that this support is needed, they really wanted, excuse me, to be, to maintain that level of independence, but also to have people be aware that, they may have certain health conditions or disabilities that do need adaptations, and, be prepared to sort of make these without assuming that they're there in the first place. Being treated well was also talked a lot about as an embodied experience for participants. So they defined it in terms of feelings like it makes you feel good inside. It's that feeling that you get, as opposed to others that would, or contrasted it with things like fear, isolation, loneliness, that idea of having a lump in my stomach. So knowing if I'm not in a situation where I feel like I'm being treated well, those types of things would be symptoms of that. But being treated well was kind of something that they could really feel for themselves. The second discussion question: what does being treated well look as an older person look like at your senior wellness center? So here we heard a lot of different things around this, and realized that senior wellness centers are really considered by participants to be places of good treatment that are well positioned to support active aging when older adults feel valued by receiving personalized approaches to care, when they experience welcoming and inclusive spaces, and when they can participate in a variety of interesting programs. So just to break these down a little bit, the feeling valued and receiving personalized approaches to care, this theme really described participants' perceptions of care and attention that they receive from staff and volunteers within the senior wellness centers. So participants described staff as being kind, as personalizing their approaches to care with members of the senior wellness center by checking in on them, making care calls, and other personal gestures, all of which contribute to this feeling of being valued. Participants viewed staff and volunteers as also being attentive to their needs and regularly making time for them. So they talked about, the importance of how often they ask, how they can help, or they felt cared for by staff. And this was indicative in comments such as, staff are always there to help, they take time for us, they're never too busy, they never rush us, they really always have the time. Also, the importance of experiencing welcoming and inclusive spaces came up here as well. So participants stressed the importance of senior wellness centers having a diverse population and valuing opportunities to connect with people from different cultures and different backgrounds. They also appreciated that cost is not typically an issue
to participate so that more people do have opportunities to attend and participate in the programs and services offered. And in addition to the hospitality provided at senior wellness centers, participants appreciated them for being spaces where they were welcomed as Anglophones and were free within these spaces to speak English, which they found in some cases for sure that was one of the few places in the community where they felt comfortable in doing so and welcomed in that sense. And participants made it clear that inclusive spaces are also the type of spaces that help to create close-knit ties and contribute to a sense of belonging. So they considered their senior wellness centers to be a space of belonging because they felt like they were part of something, that they were, part of a bigger picture there. And then the final sort of theme around this particular question was the opportunity to participate in a variety of interesting programs. So they really talked about and appreciated the fact that there was an abundance of programming and services, that they could do so many things, makes you want to get up in the morning. There are many, occasions to socialize, to try new things, to enjoy intergenerational interactions, continue to learn and grow, and be intellectually stimulated, and find that sense of purpose through opportunities to contribute in the center. So with a lot of choice, participants found multiple ways to get involved, stay active, and enjoy themselves. And they also, with this sort of theme, they appreciated and spoke about how there was no one set way of doing things, that they could they did not have to do what was planned necessarily, but they could be in the space without that need to participate in a scheduled activity and just be welcome to be there on their own terms and in ways of their own choosing. And the final question that we asked, what does being treated well as you age look like in your community? So this kind of went in a bit of a different direction in terms of, the broader community outside of the Senior Wellness Center, and the importance of neighborhoods that are friendly, safe, planned in such a way to offer multiple activities were also still really important. Friendliness included your relations with neighbors that are supportive. Some older adults felt that they had this familiarity and mutuality with their neighbors. Others maybe less so. They had trouble making friends within their neighborhood and expressed that sense of isolation in some cases. Friendliness also included relations outside of the immediate neighborhood, such as people just showing, again, signs of respect in the community. So opening doors for you, offering a seat on public transit and that sort of thing as well. Also around being treated well in the community, there, multiple sites of belonging via some leisure spaces and amenities that exist. So some examples of this were churches that offered opportunities for singing, eating together, the churches and other spaces, I should say, this idea that there is a reason to come together and to meet other people. On the flip side, they talked about, the idea that municipalities are sort of being built up via urban growth and expansion and not really including activities and amenities that are so important for, bringing people together in that social infrastructure. Affordability challenges was also a theme that came up here as well, and not just in the context of affordable housing, although that was important, but regarding things like rent, tax increases, and more generally around the cost of living for amenities, other amenities in the community as well. And accessible infrastructure, so included things like accessible sidewalks, clearing of the snow and ice from sidewalks during the winter, public transit that is accessible, as well as the friendliness of drivers was seen as really important as well. And then finally, with respect to this particular theme, I talked a bit about, the importance of age-friendly cities that include services and approaches that really prioritize older adults. So programs directed to older adults, such as free transportation, express checkouts, and priority, having a priority lineups, that sort of thing. And they really talked about a society that, encourages good treatment for older adults as being one where health services are available and accessible and reliable. So they shared that, they should not have to wait for hours on the phone to make an appointment, deal with complicated electronic booking systems,
or wait so long for appointments that, you know, there should be more there, more done to create sort of accessible and access to health services. And then also, you know, there was a lot of conversation around language issues, especially acceptance and services provided in English, and that was a recurrent theme among participants, in that they wanted more English services and resources to be available to them. So just wanted to wrap up by saying this was the kind of the first part of our project, the first phase with these conversations. Our next step, which we're about to enter into now, is really to recruit participants from each of these senior wellness centers to join a steering committee and look at what we heard and what sort of practices constitute good treatment and how these can lead to the development of leading practices. So we're going to be working with representatives from each of the 4 senior wellness centers to look at this over the next several months, and eventually we'll create a document, a leading practice guide with the help of them through this project as well. So that's where we're at to date, and appreciate you listening to. So thank you. Thank you so much, Dr. Fortune. Okay, so that was pretty interesting. We're going to go to the second project that we would like to present. On continue la conférence en français avec une partie de l'équipe du projet Démarche de valorisation des pratiques de bientraitance en CHSLD, Dr Sabrina Lessard, chercheure d'établissement au CREGES, et Elisabeth Audet-Duchesne. Je vous passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet, donc démarche de valorisation des pratiques de bientraitance en CHSLD. Je vais présenter avec ma collègue Elisabeth Audet-Duchesne, mais je tenais à remercier également Annie Bernatchez, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui a contribué, qui contribue encore d'ailleurs au projet et qui nous a aussi aidé à préparer la présentation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une petite mise en contexte, la présentation de la démarche. Éventuellement, vous souhaitez la reproduire dans vos milieux. Donc, on va parler des objectifs et des 2 activités, donc le World Café, un peu la même chose que Darla vous a présenté, et puis une suite qui est le cercle de bientraitance. On va vous parler également des effets du World Café, puisqu'on a fait une évaluation de l'implantation et des effets des activités. Donc, ce sont des résultats, bien entendu, préliminaires, puisque nous sommes en cours de route. Puis, on vous parlera aussi de notre expérience d'implantation de la démarche avec les facteurs favorables et puis les défis que nous avons rencontrés. Peut-être juste pour mettre la table, ce projet a été pensé dans le contexte d'un appel à projet qui a été lancé par le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux en avril 2023, donc qui part à la base du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, où il figure plusieurs mesures, dont la mesure 15 qui porte sur la bientraitance et qui vise à soutenir la réalisation de projets favorisant la bientraitance envers les personnes aînées dans divers milieux, dont les CHSLD. Donc, je ne reviendrai pas sur la loi puisque Sandra en a parlé tout à l'heure, mais juste pour vous rappeler que c'est une obligation des établissements de promouvoir des environnements bien traitants. Notre projet se base sur le guide de pratique de Sophie Etier et ses collaborateurs, dont Sandra Smil fait partie. Donc, c'est un guide qui s'intitule Démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance ordinaire en CHSLD, RI, RPA au Québec, un travail de mobilisation de tous les acteurs. Donc, juste pour faire honneur aux personnes qui ont contribué et qui contribuent toujours à ce projet, j'aimerais souligner la participation et l'alliance de différentes directions du CIUS Centre-Ouest. Donc, on a la direction SAPA, la direction des affaires académiques et de l'éthique à la recherche et la direction qualité, qui sont des grands partenaires à ce projet.
Sandra Smith également et plusieurs autres qui contribuent de près ou de loin là, à différentes étapes du projet. Et bien entendu, la participation active des acteurs de 2 CHSLD du centre-ouest de l'île de Montréal. Élisabeth, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la démarche qu'on a implantée dans les 2 CHSLD. Donc, dans le fond, de manière générale, c'est une démarche qui vise à promouvoir une culture de bientraitance qui est portée par l'ensemble des acteurs du CHSLD. Donc, c'est autant les résidents, les membres de la famille et l'ensemble des employés de l'établissement qui étaient invités à participer à la démarche. Et plus concrètement, je vous présente ici l'ensemble des retombées escomptées de la démarche. Pour vous donner brièvement quelques exemples, au niveau des acteurs engagés dans la démarche, on s'attendait entre autres à ce qu'elle permette d'augmenter les connaissances sur la bientraitance et ses manifestations, aussi la capacité d'expression et d'écoute de chacun des parties. Puis, au niveau organisationnel, on s'attendait à ce que, suite à la démarche, il y ait entre autres une plus grande conscience collective des pratiques de bientraitance et plus d'environnement valorisant la bientraitance. Puis, la démarche, elle comprend, dans le fond, 2 activités, donc le World Café et le cercle de bientraitance. En gros, il nous a fallu de mars à avril pour réaliser la démarche, donc environ 8 mois. Par contre, il faut prendre en considération là, que durant la période estivale, il y a eu certains délais là, en raison des vacances. Puis, donc, comme je vous disais, la démarche commence avec le World Café. En gros, c'est une sorte de discussion collective dans une ambiance conviviale où les participants sont invités à discuter en petits groupes, d'abord de la notion de bientraitance et ensuite des pratiques existantes dans leur établissement. Donc, ça dure environ 2 heures. Il y a un animateur qui guide l'activité et va présenter 3 questions pour susciter la discussion. Donc, d'abord, qu'est-ce que la bientraitance en CHSLD? Ensuite, quelles sont les pratiques de bientraitance que vous voyez dans votre milieu? Et finalement, quels sont les facilitateurs et les obstacles à la mise en place des pratiques de bientraitance? Donc, de notre côté, on avait 18 participants dans chacun des CHSLD qui ont participé au World Café. Puis maintenant, Sabrina va vous présenter un aperçu de ce qui est ressorti dans les discussions. Oui, merci Elisabeth. Donc, les participants ont défini la bientraitance, donc ils ont répondu à qu'est-ce que la bientraitance en CHSLD. Ils l'ont défini comme l'interaction harmonieuse entre le savoir-être, le savoir-faire pratique et le savoir-faire organisationnel. Donc, le savoir-être fait référence aux attitudes et aux valeurs présentes dans la relation d'aide et vise l'humanisation des soins. Donc, ce qui est souvent ressorti, donc la valeur de la dignité, du respect. Le savoir-faire pratique, lui, fait davantage référence aux membres du personnel. Il s'agit ici, pour citer un participant, de faire de son mieux et faire de son mieux malgré certaines contraintes, qu'elles soient temporelles, de ressources humaines ou financières. On donnait l'exemple de respect du plan de soins. Et puis, le savoir-faire organisationnel fait davantage référence au personnel de direction ou encore à l'établissement où les participants ont identifié la responsabilité des organisations envers les résidents, envers les proches et envers les professionnels, malgré toujours ces contraintes financières ou humaines, dont, par exemple, assurer la stabilité des employés. Là, c'est sûr qu'on avait peu de temps imparti aujourd'hui, donc on vous fait un très grand résumé de ce qui est ressorti, mais c'est les éléments qui nous semblaient les plus pertinents. Par la suite, dans le déroulement du World Café, on demandait quelles sont les pratiques de bientraitance que vous voyez déjà dans votre milieu. Donc, comme vous voyez ici, c'est un exemple dans le CHSLD, le premier CHSLD où on a implanté la démarche. Les participants ont
identifié plusieurs pratiques de bientraitance dans leur CHSLD, des pratiques observées ou des pratiques qui étaient observées mais qui souhaitaient voir plus souvent déployées. Donc, que ce soit en termes encore ici de savoir-être, savoir-faire, de la communication et même au niveau des activités de loisirs. On parle de connaître les résidents, par exemple, ou du respect mutuel. Et ces pratiques ont été finalement le point de départ pour les activités qu'on a menées au sein du cercle de bientraitance. Là. Elisabeth va vous en parler dans très peu de temps. Enfin, lors du World Café, on a discuté encore sur les facilitateurs et les obstacles en place pour la mise en place des pratiques de bientraitance. Donc, il y en a plusieurs qui ont été identifiés. Parfois, c'était la même chose, mais de façon positive ou négative. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que tant dans le savoir-être, dans le savoir-faire pratique que dans le savoir-faire organisationnel, il est difficile d'éliminer complètement les obstacles à la bientraitance en CHSLD, mais on peut tout de même mettre en l'emphase sur une dynamique qui puisse favoriser la mise en place des éléments qui facilitent ces manifestations. Et cette dynamique prend place dans l'interaction entre le savoir-être, le savoir-faire pratique et organisationnel. Et on donne comme exemple motivation et adaptation aux résidents, les méthodes de travail, le professionnalisme et la coordination du milieu de vie. Elisabeth, à Aussi, toi. merci. Donc aussi, dans le cadre de notre projet, on a fait remplir aux participants un questionnaire avant et après le World Café. Ça nous a permis en gros là, de voir certains effets à la participation à l'activité. On a aussi prévu évaluer les effets à d'autres étapes là, de la démarche, mais on n'a pas encore les résultats comme Sabrina vous disait. Donc, les effets qu'on va vous présenter concernent spécifiquement le World Café. Donc, ce qui est ressorti en gros dans les questionnaires, c'est qu'il y a d'abord une perception qui est généralement positive des établissements comme étant des environnements bien traitants, et ce même avant de débuter la démarche. On a aussi pu voir des effets assez positifs du World Café au niveau des retombées espérées de la démarche que je vous avais présentée un peu plus tôt. Donc, particulièrement au niveau de la reconnaissance et de la conscience collective de la bientraitance, aussi au niveau de la capacité d'expression et le sentiment d'être écouté, le sentiment de reconnaissance des acteurs, de valorisation des idées de chacun et de co-construction de solutions, et finalement au niveau de la perception générale de l'établissement. Aussi, on a pu voir que le niveau de base et les effets vont considérablement varier selon l'établissement dans lequel les activités ont lieu. Puis, l'activité, elle était majoritairement perçue positivement par les participants. Donc, ils en sont sortis là, avec une meilleure compréhension de la bientraitance en général. Puis, ils étaient optimistes par rapport à son effet mobilisateur sur leur environnement de vie et de travail. Oui, alors grâce à l'évaluation du World Café, on a pu constater qu'il existait déjà une connaissance individuelle de la bientraitance, mais en suscitant l'échange, le World Café a permis une prise de conscience collective de la bientraitance et surtout de la reconnaissance de ces multiples manifestations. Donc, il est possible de constater qu'il existe, après le World Café, une conscience collective de cette notion de bientraitance. Et l'activité du World Café permet aux participants de s'interroger, de réfléchir et de reconnaître collectivement les manifestations de la bientraitance. Donc, on suggère que le World Café, comme activité, puisse agir comme une espèce d'agent de conciliation, voire même de promotion entre la compréhension individuelle de la bientraitance à une compréhension collective, surtout au niveau des différentes manifestations que peut prendre la bientraitance. Oui, donc la deuxième activité de la démarche, c'est le cercle de bientraitance. Donc, pour vous expliquer un peu en gros, il s'agit d'un groupe de travail qui est composé de quelques participants du World Café qui se rencontrent à quelques reprises pour d'abord identifier une ou quelques pratiques de bientraitance qu'ils aimeraient valoriser dans leur établissement.
Ensuite, choisir une stratégie de valorisation de la pratique identifiée et pour finalement ensuite la déployer dans leur CHSLD. Par stratégie de valorisation, on parle par exemple d'une vidéo, d'une affiche, d'un article de journal. Donc, c'est comme ils le souhaitent. Et pour que vous puissiez avoir des exemples un peu plus concrets, je vais vous présenter les pratiques et les stratégies choisies par les deux CHSLD. Donc, dans le premier CHSLD, on avait initialement 2 cercles parce que beaucoup de participants avaient manifesté leur intérêt à participer. Mais puisque les 2 cercles avaient des intérêts assez similaires, on a décidé en bout de ligne de les regrouper en un seul cercle. C'est pour ça qu'il est composé de 16 participants en tout. Puis comme pratique à valoriser, le cercle choisi, il en a choisi 4. Donc, d'abord la communication, ensuite connaître le résident, le respect mutuel et finalement démontrer de la compassion, empathie, tendresse et bienveillance. Comme stratégie de valorisation, ils ont choisi de créer des affiches qui combinaient différentes techniques artistiques comme des photographies, de la peinture et du dessin. Et en gros, on a organisé une séance photo avec une photographe professionnelle pour capturer certaines scènes qui représentaient les pratiques. Et ensuite, on a fait une activité qui est animée par un artiste pour créer les affiches. Donc, vous pouvez voir à l'écran une photo là, d'une des affiches qui a été créée. Et comme autre stratégie, ils ont aussi choisi de faire une vidéo qui démontrait un peu le déroulement de l'activité de création d'affiches. Puis maintenant, dans le deuxième CHSLD, le cercle il était composé de 6 participants et comme pratique à valoriser, ils ont choisi interagir et engager la conversation avec les résidents, empowering les résidents et démontrer de la bienveillance. Puis comme stratégie de valorisation, ils ont choisi d'abord de faire une murale par un artiste professionnel sur l'un des murs d'une des salles communes de l'établissement. Donc, c'est l'image que vous pouvez voir à l'écran. Et aussi, ils ont choisi de faire un mur de photographie. Donc, on a fait une séance photo avec une photographe pour capturer des scènes spontanées entre les employés, les proches, les résidents, qui représentaient les pratiques à valoriser. Maintenant, au cours de la démarche, on a quand même observé certains facilitateurs et défis à l'implantation. Donc, d'abord, dans la mesure où c'est une démarche qui demande une démarche d'une certaine ampleur, qui s'étire quand même dans le temps, ce qui a principalement contribué à faciliter le bon déroulement des activités, c'était certainement l'investissement et la mobilisation des participants, plus particulièrement des coordinatrices de site. Donc, elles étaient très impliquées et motivées dans la démarche. Donc, on était reconnaissants de pouvoir compter sur leur aide et leur soutien. Puis aussi, de manière générale, il y avait une bonne cohésion qui était observée entre les participants et l'activité, elle était généralement appréciée. Donc, ce sont certainement des éléments qui ont pu contribuer à instaurer un climat qui était propice aux échanges puis à la discussion. Puis, au niveau des défis, on a constaté, comme je disais, là, que c'est une démarche qui demande quand même un temps et des ressources assez considérables. Aussi, on a éprouvé certaines difficultés à susciter la participation aux activités. Parfois, c'était difficile de rejoindre les participants, de s'ajuster aux horaires chargés de tous. Puis ensuite, les établissements dans lesquels on a implanté la démarche étaient principalement anglophones. Donc, le terme bientraitance, il n'a pas vraiment de traduction directe largement utilisée en anglais. Donc, ça pouvait engendrer là, des problèmes de compréhension à ce niveau-là. Et finalement, bien que l'activité elle était centrée sur la bientraitance, les discussions à certains moments pouvaient s'orienter un peu plus vers la maltraitance ou certaines frustrations des participants. Donc, c'était parfois un peu plus difficile pour les animateurs de réorienter la discussion vers la bientraitance, mais en même temps, l'activité pouvait répondre à ce besoin là, d'être écoutée par rapport à ça. Pour conclure, ce qu'on peut comprendre avec cette activité, donc on peut avancer que pour favoriser une culture de bientraitance, il faut susciter la conscience collective de cette notion et aussi reconnaître
mutuellement et collectivement les multiples manifestations de la bientraitance. Et cette reconnaissance, finalement, elle est possible lorsqu'il y a des activités collectives qui sont portées par tous les acteurs du CHSLD pour reconnaître justement ces manifestations des différentes pratiques de bientraitance. Donc, je vous remercie. On reste parmi vous pour répondre à vos questions et commentaires.